Il pensait que son badge le rendait intouchable jusqu'à ce qu'il traduise la mauvaise femme en justice. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. East Bridge, dans l'État du Missouri, est une ville qui porte encore les cicatrices d'un passé que beaucoup aimeraient enterrer. Ancien bastion industriel, elle a été le théâtre de luttes raciales depuis les années 1960. À première vue, les rues rénovées, les cafés branchés et les lotissements sécurisés donnent l'image d'une Amérique paisible. Mais sous cette façade, l'ombre des inégalités demeure. Dans les quartiers sud, les familles noires vivent entassées dans des blocs vieillissants, ignorés par les projets municipaux. Au nord, les zones blanches sont impeccables, parsemées de drapeaux américains, de caméras de surveillance et de panneaux « Neighborhood Watch ». C'est là que l'officier Mark Reynolds patrouille et règne depuis plus de 15 ans. Reynolds est l'incarnation même du privilège en uniforme. Blanc, 48 ans, ancien militaire reconverti en policier, il a gravi les échelons à l'ancienne, avec poigne et intimidation. Protégé par le syndicat des forces de l'ordre, lié à plusieurs hommes puissants du conseil municipal, il a survécu à tout. Plaintes pour usage excessif de la force, arrestations douteuses, langage raciste capté par des caméras de surveillance. À chaque fois, il a été blanchi. On disait de lui, entre collègues. Il a le nez pour les fauteurs de troubles. Mais dans les faits, Reynolds ciblait les jeunes noirs en capuche, les mères seules qui criaient trop fort, les pères fatigués qui râlaient quand on les arrêtait devant leurs enfants. Et personne n'osait le remettre en question. Il portait toujours les mêmes lunettes noires, même de nuit. Il avait un sourire en coin, carnassier, lorsqu'il arrêtait quelqu'un, surtout lorsqu'il pouvait le faire devant témoins. Pour lui, le badge n'était pas un devoir. C'était un totem de pouvoir absolu. Ce soir de septembre, la température est douce. Les lampadaires diffusent une lumière dorée sur les pavés nettoyés du quartier de Hillcrest Heights, l'un des plus riches d'East Bridge. Les pelouses sont taillées au millimètre, les boîtes aux lettres étincellent, et les caméras de porte filment tout, en permanence. C'est dans ce décor lisse qu'une Tesla modèle S noire roule lentement, s'arrêtant à une intersection. Mark Reynolds, posté au coin de la rue, observe. Il fronce les sourcils. Une Tesla. Vitre teintée. Plaque de l'État. Il regarde de plus près. Un femmenoire, Seule. Tard dans la nuit. Dans ce quartier-là, pour lui, c'est une anomalie. Une provocation. Il démarre lentement, met en route ses gyrophares sans hésiter. L'adrénaline monte. Il aime ce moment, le contrôle. Il imagine déjà la scène, interpellation, fouille, peut-être résistance, peut-être même menace. Et surtout, il sait que personne ne le contredira. Il ne le sait pas encore, mais ce soir, c'est lui qui vient de franchir une ligne. Assise au volant, Danielle Foster est calme. Toujours. À 42 ans, elle a affronté bien plus grand que la médiocrité d'un homme avec un badge. Fille d'enseignants militants à Baltimore, diplômée de Yellow School, ancienne défenseuse des droits civiques dans des procès d'envergure nationale, elle vient tout juste d'être nommée juge fédérale, l'une des plus jeunes, et l'une des rares femmes noires à occuper ce poste dans l'histoire du district. Elle vient de sortir d'un dîner privé avec le procureur général de l'État, dans une villa des hauteurs. Elle rentre chez elle, écoute Coltrane, repense à son père, mort sans avoir pu la voir accéder à la magistrature. Elle sent la fierté dans ses veines, mais aussi le poids de ce que cela représente. Elle sait qu'elle incarne plus qu'elle-même. Quand elle aperçoit les gyrophares, son cœur se serre non par peur, mais par lassitude. Encore. Reynolds s'approche de la voiture, main sur son arme, posture agressive. Sortez du véhicule, maintenant. Danielle baisse sa vitre doucement. Elle parle avec calme, comme toujours. Bonsoir, officier. Puis-je savoir la raison de l'interpellation? Il ignore la question. Son regard balaie la voiture, la tenue de Danielle, un tailleur gris-perle, élégant, trop pour une simple conductrice noire. Cette voiture ne vous appartient clairement pas. Elle est à mon nom. Vous pouvez vérifier. Mais il ne le veut pas. Ce n'est pas la procédure qui l'intéresse. C'est l'humiliation. C'est prouver, encore une fois, qu'il peut le faire. Mettez les mains sur le capot. Elle le regarde. Un silence s'installe. Un silence qui dit « Je sais qui je suis. Et toi, tu viens de te tromper de cible.
Mais elle obéit. Non par peur, mais par choix stratégique. Elle sait que toute réaction, toute parole en trop sera utilisée contre elle. Elle se penche. Il la menotte brutalement, sans ménagement. L'arrache de la voiture. La fait asseoir par terre, sur le trottoir. Les caméras des maisons enregistrent tout. Un couple blanc sort sur leur Porsche, observe, puis rentre aussitôt. Un jogger ralentit, voit la scène, détourne les yeux. Personne ne parle. Personne ne défend. Il n'y a que Danielle, assise sur le béton froid, menottée, dans la lumière crue des gyrophares. Elle ne pleure pas. Elle regarde Reynolds. Un regard calme. Un regard qui lui dit « Tu viens de commettre l'erreur que tu ne pourras pas effacer. » Le poste de police de West Side-Pressin, quartier général de la police d'Eastbridge, est une bâtisse froide en briques ternes, aux murs tapissés de photos d'agents décorés et de drapeaux fatigués. À l'intérieur, tout est routine et indifférence. Danielle Foster est installée sur un banc en métal, dans une salle d'attente mal éclairée, toujours menottée. Personne ne lui a adressé la parole depuis qu'elle a été poussée à l'arrière de la voiture de patrouille de Reynolds. 2 agents passent devant elle, discutant d'un match de football. Un autre boit un café, rit à une vidéo sur son téléphone. Personne ne lui pose de questions. Personne ne la regarde vraiment. « Je souhaite passer un appel », dit-elle calmement à l'agent derrière le comptoir. Il la regarde de haut, puis se penche vers son collègue. Elle croit qu'elle est qui, celle-là ? Michelle Obama? Les 2 hommes éclatent de rire. Les minutes deviennent des heures. L'humiliation se prolonge. Et Danielle ne dit rien. Elle observe. Elle mémorise. Chaque visage. Chaque mot. Chaque négligence. Elle ne pleure toujours pas. Son calme est une forme de rébellion. Dans un coin du poste, Ellie Turner, un jeune officier stagiaire, arrive pour son service de nuit. Fraîchement diplômé de l'académie, il a encore l'air un peu trop propre, un peu trop droit. Il remarque la femme assise, digne malgré les menottes. « Qui est cette dame ?» demande-t-il à la réception. Une conductrice arrogante dans une Tesla. Reynolds l'a arrêtée. Elle fait des manières. Mais quelque chose cloche pour Ellie. Il regarde de plus près. Elle ne ressemble pas aux interpellés habituels. Il retourne à son bureau, tape son nom qu'il a entendu par hasard, Danielle Foster. En quelques secondes, les résultats s'affichent. Article, vidéo, interview. Juge fédéral. Nommée il y a 3 mois par décret présidentiel. Première femme noire à occuper ce poste dans le districtais. Oratrice à Harvard. Ancienne avocate des droits civiques. Son visage se décompose. Il se lève. Court vers son supérieur. « Capitaine, il faut que vous voyiez ça. » Immédiatement. Ce qui suit est une réaction en chaîne digne d'un film politique. Le capitaine appelle le chef de la police, qui dormait paisiblement dans sa résidence privée. Le chef, en découvrant les informations, passe immédiatement un coup de fil au maire d'Eastbridge, qui était en voyage d'affaires à Chicago. Le maire, blême, appelle le gouverneur de l'État, qui, à son tour, prévient directement le ministère de la Justice à Washington. Il est 3h04 du matin lorsque 3 véhicules banalisés du FBI se garent devant le commissariat, gyrophares éteints. Un silence étrange s'abat sur les lieux. Des agents en costume entrant, escortés par deux US Marshals. Leurs visages sont fermés, leurs pas précis. Tout ralentit autour d'eux. Où est-elle ? Demande l'agent fédéral James Wheeler, sans hausser la voix. Danielle est immédiatement libérée. Sans un mot, sans un regard pour Reynolds. Elle remercie Ellie Turner d'un léger hochement de tête. Lui, honteux et impressionné, ne trouve rien à dire. Le chef du FBI à Washington laisse un message direct au bureau du président. Elle a été arrêtée. Illégalement. Par un agent avec antécédent. La presse va s'en emparer. Et elle est plus dangereuse qu'un avocat. C'est une juge. Le lendemain, la nouvelle commence à circuler. Mais Danielle Foster disparaît. Aucune déclaration. Aucun tweet. Aucun avocat ne prend la parole. Silence total. Ce silence intrigue les journalistes, inquiète les autorités. Certains commencent à spéculer. Va-t-elle démissionner ?
Va-t-elle attaquer l'État? Est-elle traumatisée? Elle ne répond pas aux appels. Pas même à ceux du gouverneur, qui veut clarifier la situation. Mais en coulisses, le calme n'est qu'apparent. Dans leur maison discrète à Oak Ridge Park, Daniel et son mari, Marcus Foster, organisent une guerre. Marcus, brillant avocat des droits civiques, a déjà remporté plusieurs procès contre des municipalités pour violences policières. Il sait que le dossier est solide. Mais Daniel ne veut pas un simple procès. « Tu veux les faire tomber tous ?» lui demande-t-il. Non. Je veux changer le terrain de jeu. Elle contacte discrètement Camilla Owens, son amie journaliste, qui écrit pour le New York Times. Elle se retrouve à huis clos. Pas pour une interview. Pour préparer une tribune. Pas une plainte émotionnelle. Mais un manifeste. Une déclaration de guerre contre l'impunité institutionnelle. Je ne veux pas qu'on parle de moi. Je veux qu'on parle de ce que représente ce qui m'est arrivé. Tu es sûr? Ça va déclencher une tempête nationale. Ce pays a besoin d'une tempête. Dans l'ombre, Daniel assemble une équipe, avocats, chercheurs, anciens policiers repentis, communicants, stratèges politiques. Elle prévoit une réforme concrète, un projet de loi, une motion citoyenne. Elle veut des caméras obligatoires, un registre public des plaintes, la révision des procédures disciplinaires, et surtout, une commission indépendante de surveillance de la police. Elle ne veut pas juste punir Mark Reynolds. Elle veut que plus jamais un badge ne serve d'arme d'humiliation raciale. Une semaine après son apparition en public, Daniel Foster se tient devant les marches du tribunal fédéral, un décor désormais symbolique de son combat pour la justice. La lumière du matin éclaire son visage, la rendant presque inaccessible, comme une statue vivante de résistance. Les caméras sont braquées sur elle. La presse est là, mais ce ne sont pas seulement des journalistes de la média locale qui attendent ces mots. Les États-Unis tout entiers retiennent leur souffle. Daniel commence à parler d'une voix calme mais ferme. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas une erreur. C'est un système. Et ce système, je le combats depuis 20 ans. Aujourd'hui, je le combats non pas seulement comme victime, mais comme juge. Ces mots résonnent dans l'air, percutants, précis. Derrière elle, les journalistes scribouillent frénétiquement, mais aucun d'eux ne semble pouvoir saisir l'ampleur de ce qu'elle dit. C'est plus qu'une dénonciation, c'est une révolte tranquille. Elle ne cherche pas la compassion, mais la vérité. Elle marque une pause, ses yeux se posant sur l'ensemble des caméras, des spectateurs et des puissants dans l'ombre, ceux qui, jusque-là, pensaient pouvoir faire taire les voix comme la sienne. Elle reprend, cette fois avec plus de force. L'arrestation d'une juge fédérale n'est pas une simple erreur d'identité. C'est une démonstration d'arrogance, de racisme systémique et d'abus de pouvoir. Les reporters frissonnent. Des murmures parcourent la foule. La phrase racisme systémique s'imprime dans l'esprit des spectateurs comme un point d'ancrage. Ce n'est pas juste une accusation, c'est une affirmation. Elle ne parle pas de son expérience personnelle seulement, mais de l'injustice vécue par des millions d'Américains. Le système tout entier est en question. Daniel tourne légèrement la tête, ses yeux ne s'écartant jamais de la caméra centrale, et les mots suivants tombent lourdement. L'agent Mark Reynolds pensait que son badge le protégeait de la justice. Il va maintenant découvrir ce que la justice, la vraie, signifie. La foule se tait. L'expression « la vraie justice » semble sortir d'un autre temps, d'une époque où les principes étaient ce qui unissait vraiment la nation. C'est un appel à un retour aux fondements. Le procès de Mark Reynolds commence, et il ne ressemble en rien aux procédures habituelles. Le dossier est vaste, rempli de preuves accablantes. Des vidéos prises par des caméras corporelles, des témoignages anonymes, des dossiers internes classés confidentiels. Chaque élément du procès expose une multitude de cas d'abus commis par Reynolds pendant des années. Daniel assiste à chaque séance, silencieuse, mais son regard est un jugement permanent. Elle observe chaque réaction, chaque mouvement dans la salle d'audience. Elle est là non pas comme une partie prenante, mais comme une représentation de l'histoire que chacun de ses témoignages raconte. Sa simple présence confère une dimension symbolique. Ce n'est pas juste le cas d'une arrestation erronée, mais celui d'un système qui fait fausse route. Lors de l'audition de Mark Reynolds, la salle est silencieuse. L'agent se lève, une posture rigide, et tente une défense maladroite. « J'ai fait mon travail. Je ne savais pas qui elle était.
J'ai suivi les procédures. Ces mots sonnent faux, comme une répétition qu'il espère convaincante. Mais les vidéos, les dossiers et les témoignages sont accablants. Des dizaines de jeunes hommes et femmes, surtout noirs, défilent à la barre pour témoigner de l'arrogance et de la brutalité de Reynolds. Des voix, qui n'avaient jamais été entendues jusque-là, brisent le silence. Les histoires de violences physiques, d'insultes racistes, de nuits passées en cellule pour des raisons futiles, tout est révélé. Les témoignages sont accablants. Les caméras ne sont plus braquées sur les victimes, sur leur visage de peur, de douleur ou de résilience, mais sur Mark Reynolds, dont le masque tombe progressivement. Chaque question, chaque preuve, chaque accusateur semble le faire rétrécir, le ridiculiser. Le jury ne met pas longtemps à rendre son verdict, coupable d'abus d'autorité, d'arrestation arbitraire et de parjure. Il est condamné à 6 ans de prison ferme. Mais plus que la peine, c'est l'humiliation publique qui le frappe de plein fouet. Son badge ne le protège plus. Ses collègues, jadis silencieux, lui tournent désormais le dos. Il se retrouve seul, sans aucune couverture. Les voix qu'il a étouffées pendant des années s'élèvent désormais contre lui. Après le procès, Danielle Foster devient bien plus qu'une simple juge fédérale. Elle devient une icône. Une figure nationale de résistance. Sa décision de se battre pour la vérité, son absence totale de peur face aux représailles, fait d'elle un symbole d'espoir et de changement pour ceux qui ont été réduits au silence pendant des décennies. Elle publie un livre intitulé Derrière le système, qui devient rapidement un best-seller. Dans ces pages, elle partage son parcours, ses expériences et sa vision de la justice, tout en dénonçant les failles du système judiciaire et policier. Elle y détaille comment le racisme systémique est enraciné dans les pratiques quotidiennes de la police, des procureurs et même des juges. Mais elle y parle aussi de l'espoir, de la nécessité de réformer en profondeur, de reconstruire pour mieux avancer. Elle fonde aussi une organisation dédiée à l'aide des victimes d'abus policiers, soutenant les familles, organisant des actions de sensibilisation et poussant pour des réformes législatives qui obligeraient à la transparence et à la responsabilité. Dans une interview télévisée, Danielle est interrogée sur son combat et sur ce qui l'a poussée à ne pas se taire. Elle répond simplement, mais avec toute la profondeur de ses expériences. Je n'ai pas gagné parce que je suis juge. J'ai gagné parce que je n'ai pas accepté de baisser les yeux. Ce n'est pas mon titre qui m'a protégée. C'est ma décision de ne pas me taire. Son regard, posé sur l'intervieweur, n'est plus celui d'une victime. C'est celui d'une guerrière, d'une personne qui a pris sa place. Et qui ne reculera plus. Son héritage sera celui de la transformation, de l'audace et de l'espoir. Elle n'a pas seulement fait tomber Mark Reynolds, elle a mis en lumière un système qui doit changer.